Non, non, je pense qu'ils ont arrêté les gaz, oui. Mais alors je dois lire parce que, oui, je dois pratiquer. Où est-ce que j'ai terminé? Oui. La proximité du sanctuaire de Notre-Dame de Garrison qui commémorait une apparition mariale du début du XVIe siècle à une jeune fille de 12 ans, Angèle de Sagazan. Quand on montra à Bernadette en mars 1864 la statue officielle de la Vierge de Lourdes, réalisée sur ses indications par le sculpteur lyonnais Joseph Fabiche, elle refusa d'y reconnaître celle qu'elle avait vue parce qu'elle lui paraissait trop grande et trop âgée. Mais à côté de ces éléments de continuité liés à la religion populaire à travers les âges, les apparitions de Lourdes s'inscrivent dans une conjoncture particulière beaucoup plus moderne. Lourdes, 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 et à l'osé à bien des égards la première apparition de l'âge médiatique. Elle a été d'emblée relayée par la presse. L'histoire des apparitions publiée par Henri Lasserre 1869 sous les titres de Notre-Dame de Lourdes a été l'un des plus grands best-sellers du siècle. Il s'en était vendu sur 1 million d'exemplaires en 1900 et Bernadette elle-même a été abondamment photographiée quand elle n'a pas dû prendre la pose pour la bonne cause en costume des paysans pyrénéenne devant des décors de carton-pâte. L'apparition de 1858 s'inscrit également au sommet de la vague de dévotion mariale qui a marqué le XIXe siècle. Dans les années 1850, un tiers des petites filles nées en France s'appelaient Marie et on ne compte plus le nombre de congrégations, de sanctuaires, de statues, de confréries, etc. qui ont été mises sous son patronage. Les années 1850 correspondent en fond aux plus belles années du XIXe siècle pour l'Église catholique en France. Pendant un court laps de temps, un climat d'optimisme inhabituel a régné dans ses rangs et elle a pu avoir le sentiment que la parenthèse révolutionnaire ouverte à la fin du XVIIIe siècle était en passe de se refermer, ce que la suite n'a pas confirmé. 1860, l'autre pays du libre-échange. Inspiré par la tradition libérale saint-simonienne, le traité de libre-échange de janvier 1860 conclu avec le Royaume-Uni n'est pas un acte isolé. Il favorise le rattrapage commercial français vers l'exportation et ouvre la voie à une sorte de premier marché commun européen. Le traité de commerce conclu avec le Royaume-Uni le 23 janvier 1860 a longtemps fait figure de brève anomalie dans une longue durée française profondément protectionniste. Ce coup d'État douanier, selon ses adversaires, instaurait un libre-échange code de tous nos mots, ironisait Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. Aujourd'hui encore, les blocus continentaux du Premier Empire et le protectionnisme, are you thinking what I'm thinking? Verroul de la Troisième République domine les représentations de l'économie française au XIXe siècle. Okay, I guess you have to check the DNA with Hugo, the young man who gives the news on YouTube because yeah, sounds exactly like him. Pourtant, ce traité, it's possible it could just be the formation. It could be imitation based on watching it and learning the language in that regard, but I don't know. Pourtant, ce traité apparaît aujourd'hui comme l'apogée d'une participation française plus intense qu'on ne s'en souvient à ce que certains historiens appellent la mondialisation du XIXe siècle, en remplaçant les dernières prohibitions à l'importation héritées du Premier Empire par des tarifs modérés. Il faisait quoi une première tentative de libéraliser les échanges franco-britanniques. Le traité Eden-Reneval de 1786
inventé par la Révolution et il couronnait un processus de réduction progressive des barrières douanières entamé au début des années 1830. Peu après les traités, l'échelle mobile des droits sur les céréales et les restrictions au commerce colonial remontant à l'ancien régime exclusif furent également abolies. Entre 1850 et 1870, le commerce extérieur français connut une croissance sans précédent et est inégalée depuis. En valeur, les exportations quadrupulèrent et les importations quintupulèrent. Cet essor s'inscrivit dans une logique de division internationale du travail plutôt que de rattrapage avec le Royaume-Uni. Les industries cotonnières et métallurgiques souffrirent de la concurrence britannique, mais la soierie lyonnaise, la viticulture méridionale et l'artisanat producteur d'articles de Paris et d'autres bibelots, ces trois branches de l'économie représentant ensemble 50% des exportations françaises connurent un âge d'or. Contrairement à ce qu'insinuèrent certains opposants, le traité ne fut pas conclu pour complaire à un Royaume-Uni dominateur. Il découlait d'une conception française du libre-échange. Son instigateur et principal négociateur pour la partie française était Michel Chevalier, brillant polytechnicien, professeur d'économie politique au Collège de France, est l'une des principales éminences grises du Second Empire. La pensée économique des chevaliers d'origine saint-simonienne passait à l'époque pour hétérodoxe. L'accent qu'il mettait sur le sort de la finance, sur les réseaux de transport et de communication, ou encore sur le développement d'un enseignement privilégiant les compétences économiquement utiles paraît aujourd'hui étrangement familières. Ainsi, ces réflexions, à l'occasion de l'exposition universelle de Londres en 1851, sur l'échelle mondiale des échanges et des circuits de production dépareilleraient par les pages économie d'un organe de presse de nos jours. Les mêmes produits reçoivent ou peuvent recevoir une première façon chez un peuple, une seconde chez celui-ci, une troisième chez celui-là, et ainsi de suite. Il traverse ainsi 5 ou 6 frontières et s'élabore 5 ou 6 fois avant d'arriver au monde des négociants qui lui font préalablement dans sa propre ville, dans un autre hémisphère. Voilà de la mousseline qui a peut-être été tissée et saxe avec du filet de Manchester obtenu avec un mélange de coton récolté à Surat dans l'Inde, à Mobile aux États-Unis et en Égypte. Elle va se faire broder à Nancy pour être vendue à Philadelphie ou à Canton ou à Batavia, Java, après avoir passé par l'entrepôt de New York ou celui de Hong Kong ou celui de Singapour. Bien que les traités de 1860 restent souvent désignés, notamment dans le monde anglo-saxon, le nom de son signataire britannique, Richard Cobden, l'apôtre du libre-échange outre-Manche, ce dernier ne joua qu'un rôle modeste pendant les négociations. Le Royaume-Uni avait déjà réduit unilatéralement la plus grande partie de ses tarifs douaniers et ne put offrir en 1860 qu'un réajustement de ses tarifs et de ses impôts indirects qui mit fin au traitement défavorable des vents français par rapport aux vents portugais et à la bière locale. C'est aussi la France et non le Royaume-Uni qui ont entendu les conséquences du traité de 1860 au reste de l'Europe en concluant un traité semblable avec les principales puissances du continent entre 1861 et 1866, alors que l'adoption unilatérale du libre-échange par le Royaume-Uni dans les années 1840 avait eu un impact limité sur les politiques douanières des autres pays, le bilatéralisme tous azimuts de la diplomatie commerciale française correspondant à un quasi-multilatéralisme grâce à l'insertion systématique de la clause de la nation la plus favorisée dans les traités signés permis l'édification d'un premier marché commun européen.
Hors d'Europe, la marine de Napoléon III prêta un appui notable à la diplomatie de la canonnière employée par les Royaumes-Unis et par les États-Unis pour ouvrir les marchés asiatiques et africains au commerce international. Le traité de commerce dit Onego, signé par la France entre les autres le Siam 1856, le Japon 1858, la Chine 1860 et Madagascar 1868 apparaissent comme le reflet déformé des traités conclus en Europe. Et complément de cette diplomatie impérialiste du libre-échange, le Second Empire encouragea l'exportation des capitaux français qui dépassa les investissements britanniques à l'étranger dans les années 1860, notamment sur les continents européens et au Moyen-Orient. Le régime de Napoléon III tenta même de transformer l'union monétaire latine établie en 1865 avec l'Italie, la Suisse et la Belgique en unification monétaire de tous les continents lors d'une conférence internationale tenue à Paris en 1867 en vain en raison de l'hostilité britannique et des réticences prussiennes. L'exposition universelle, etc.